Le faux pas peut-être de Richard Ferrand et puis à l'avenir des Républicains. C'est avec Thierry Solère, député précisément Les Républicains de Boulogne-Billancourt, que nous sommes ce matin. Thierry Solère, bonjour. Bonjour. Thierry Solère, bonjour. Alors, Vladimir Poutine, aujourd'hui à Paris. Est-ce que vous attendez quelque chose de ce dialogue avec le président français ? Déjà, je trouve ça très bien que la France renoue le dialogue avec la Russie. Moi, j'avais été de ceux qui, pendant le quinquennat précédent, avaient trouvé très dommageable, au fond, pour les intérêts stratégiques de la France, qu'on soit dans cette posture perpétuelle d'opposition avec ce grand pays qu'est la Russie. Est-ce que ça veut dire qu'on partage tout ce que fait Vladimir Poutine ? Bien sûr que non. Mais la diplomatie, c'est pas de chercher les gentils et les méchants. Et d'avoir le nouveau président Emmanuel Macron qui, très rapidement après son élection, reçoive à Paris, à Versailles, le président russe, c'est bien parce que ça restaure une relation, et quand il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'avancée. Comment vous vivez cette période de décomposition, recomposition du paysage politique français ? Les Français comme nous, on a assisté à une période électorale qui a été incroyable, un tourbillon permanent. La droite, ma famille politique, a été éliminée dès le premier tour, moi ça ne m'échappe pas. Et puis on a ce nouveau président de la République qui est jeune, qui ne fait pas de faux pas depuis son élection. Ça se passe bien d'après vous ? Je trouve. Il est à la hauteur. Moi j'essaye de ne pas être dans des postures politiciennes, c'est pas ce que les Français attendent. Maintenant il va y avoir des élections législatives qui vont avoir lieu dans moins de 15 jours. Et moi je le dis clairement à ma famille politique, je le dis surtout aux Français, je le dis aux électeurs de Boulogne-Billancourt. Il faut donner une majorité à Macron. Il faut surtout envoyer à l'Assemblée nationale des parlementaires qui ne cherchent pas à faire de l'opposition systématique, à avoir des postures politiques. Moi je suis de droite, je n'ai pas changé de conviction avec l'élection d'Emmanuel Macron, mais par contre je voterai toutes les mesures qui vont dans le bon sens pour l'intérêt du pays, parce que ce qui m'intéresse, c'est pas 2022 la prochaine élection présidentielle, c'est tout de suite. Ce qui m'intéresse, c'est que le pays se redresse. Et donc la loi travail, par exemple, par ordonnance, si on va en parler. Les Républicains ne sont pas majoritaires à l'Assemblée nationale, si on est dans la minorité, moi je voterai les ordonnances pour la réforme du Code du travail, parce que ça va dans le bon sens. Vous avez été sollicité pour entrer au gouvernement ? Non, moi je l'ai dit tout de suite, je suis candidat aux élections législatives à Boulogne-Billancourt, et donc ce qui m'importe n'est pas de rentrer dans un gouvernement, ce qui m'importe c'est de dire franchement les choses aux habitants de Boulogne. En votant pour moi, ils votent pour quelqu'un de droite, mais ils votent pour quelqu'un de droite qui est constructif et qui n'est pas dans la posture d'opposition systématique. D'accord. Alors il y a une affaire Ferrand qui prend un petit peu d'ampleur, qui fait beaucoup jaser. Est-ce que Richard Ferrand... il y a une double affaire en fait, une histoire immobilière qui a été faite au profit de sa femme, et puis un emploi familial. Est-ce qu'il doit démissionner ? Ça, c'est la compétence du président de la République et du Premier ministre. En tout cas, ce que je sais, c'est deux choses. Il va y avoir une loi qui va être présentée en Conseil des ministres et donc qui arrivera devant les députés à l'Assemblée nationale sur la moralisation de la vie publique. Moi, je ne souhaite pas qu'on fasse des écrans de fumée parce qu'il y a eu des affaires. Je souhaite qu'on prenne des mesures qui permettent... Emplois familiaux, vous êtes contre ou pour ? Je pense qu'aujourd'hui, les emplois familiaux et tout ce qui s'est passé, il faut arrêter. Pourtant, ça ne change rien, parce que si ce n'est pas votre femme, ça sera votre maîtresse. Moi, je pense que surtout, ce n'est pas tant le sujet de savoir si c'est femme, enfant ou collatéraux. Ce qu'il faut, c'est que les gens qui sont au Parlement, ils ne soient pas un statut à part, qu'il y ait un contrôle de l'activité effective des collaborateurs parlementaires. Je plaiderais pour ça dans ce sens-là aujourd'hui. Après, pour le reste, concernant Richard Ferrand, moi, je reste, vous savez, je suis député déjà aujourd'hui, et donc je suis très attaché à l'indépendance de la justice. Je connais cette jurisprudence qui date de M. Balladur, un homme politique qui est membre d'un gouvernement qui est mis en examen, il doit quitter le gouvernement. Mais il n'est pas. Pourquoi ? Il n'est pas, voilà. Donc il ne l'est pas aujourd'hui. Donc après, c'est à la justice de dire, et politiquement, au Premier ministre et au Président. D'accord. Alors, vous êtes candidat dans la circonscription de Boulogne-Billancourt, toute la ville d'ailleurs, qui est intégrée dans cette circonscription. Pas de candidat En Marche contre vous, un candidat dissident des Républicains, pas de candidat de la France Insoumise, pas de candidat socialiste. Comment vous expliquez ce... D'abord, je ne suis pas le DRH ni du Parti Socialiste, ni de M. Mélenchon, ni de En Marche. Et pourquoi En Marche n'a pas mis de candidat contre vous ? Il y en avait une, j'ai compris ça au démarrage, qui était la responsable de En Marche sur les Hauts-de-Seine, et elle s'est présentée dans une autre circonscription. Et c'est vrai que ce n'est pas la circonscription où En Marche a fait le plus gros score dans le département des Hauts-de-Seine. Moi, je suis un député de droite, je ne suis pas En Marche, mais je veux que ça marche, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Et je pense que c'est aujourd'hui, je vois les électeurs d'Emmanuel Macron qui, pour certains viennent de la gauche à Boulogne, pour certains viennent de la droite, ont compris mon positionnement. Et avec les Républicains, vous êtes fâché ? Mais en rien. Je suis l'organisateur des primaires de la droite et du centre. D'accord. Donc je n'ai pas de brevet de membre des Républicains. Comment expliquez-vous, par exemple, que vous avez la chance de n'avoir pas un candidat En Marche face à vous, mais Nathalie Kosciusko-Morizet, qui a eu des propos assez sympathiques pour le gouvernement, eh bien, elle se retrouve face à un candidat En Marche.
Oui, mais dans le centre de Paris. Gilles Boyer, à côté de chez moi, à Meudon, Chaville, Sèvres, un candidat En Marche, il est très proche d'Édouard Philippe. Moi, je suis très proche également de l'actuel Premier ministre qui a été nommé par Emmanuel Macron. Encore une fois, il y a des territoires où En Marche fait un score très important et d'autres pas. Donc il n'y avait pas d'enjeu pour En Marche chez J'imagine, vous. moi je n'ai pas discuté avec aucune personnalité du mouvement En Marche. Confiant pour votre élection? Je suis jamais confiant, moi je dis aux Boulonnais. Par contre, moi je me cache pas derrière mon petit doigt, je dis clairement les choses aux électeurs parce que je pense qu'il ne faut pas leur mentir. Et qu'est-ce qu'ils me disent à Boulogne-Billancourt tous les jours sur le marché? Ils me disent, on est de droite à Boulogne-Billancourt, très majoritairement, c'est un territoire de droite et du centre droit. Ils veulent maintenant, avec tout ce qui s'est passé, que ce quinquennat soit une réussite. Donc encore une fois, moi je dis à ma famille politique, et je suis heureux de voir Bernard Accoyer dans ses déclarations, qui commence à rééquilibrer un peu le discours. Changer, il dit. Voilà, il ne faut pas l'opposition systématique. Trop souvent, Yves Tréhard, quand on est député à l'Assemblée, parce qu'on n'est pas dans le groupe majoritaire, on vote contre tout, parce qu'on veut caricaturer l'opposition pour préparer l'élection d'après. Les situations de la France aujourd'hui, elles nécessitent qu'on ne soit pas dans ces postures-là. Et donc moi, je le dis clairement, je voterai tout ce qui va dans le bon sens, d'où que vienne. Et vous voterez la confiance au gouvernement? Alors, le sujet de la confiance, c'est un sujet intéressant, parce que quand on dit on vote la confiance, on a l'impression qu'on est dans la majorité. Voilà. Le sujet, c'est que si on ne vote pas la confiance, on fait tomber le gouvernement. Et donc, si les Républicains, nous ne sommes pas majoritaires à l'Assemblée nationale, il y aura un débat au sein du groupe Les Républicains, mais moi, je ne veux pas qu'on soit dans le blocage. Il ne faut pas être destructif, c'est envisageable, il faut être constructif. Majorité républicain? Écoutez, aujourd'hui, les sondages ne disent pas ça. Les sondages ne disent pas ça, ça me paraît très complexe. Et c'est d'ailleurs la suite malheureusement logique d'une élection présidentielle qui a vu notre candidat éliminé dès le premier tour, ce qui n'était jamais arrivé depuis 1958. Comment ça va se passer? On a du mal à imaginer. Alors, vous allez être exclu des Républicains si jamais vous marchez avec En Marche? Mais pourquoi je serais exclu des Républicains? Je sais pas, on peut imaginer que la direction des Républicains dise, mais tous ceux qui pactisent ou s'allient avec le gouvernement et Emmanuel Macron, eh bien, ils n'ont plus leur place dans le parti. Nos électeurs, énormément d'élus. On a été 177 à initier, au fond, un appel au sein du bureau politique pour dire aux Républicains, nous avons perdu la présidentielle, si nous sommes majoritaires, nous appliquerons notre programme. Mais si nous ne le sommes pas, ne soyons pas dans une opposition constructive, stupide et perpétuelle à ce gouvernement. On peut imaginer un groupe, les Républicains, d'après les sondages, ça ne serait pas 199 comme aujourd'hui, mais ça serait plutôt 150, 160. Eh bien, on peut imaginer qu'il y en a une partie qui ne vote pas et puis une partie qui vote avec Macron. En tout cas, c'est pour ça qu'il faut le dire aux électeurs avant. Moi, je le dis clairement, je ne veux pas, je ne fais pas de la politique pour faire des postures partisanes et préparer la présidentielle suivante. On préfère toujours, quand on est un vrai républicain, son pays à son parti. Et quand on aime plus son pays que son parti, à l'Assemblée nationale, d'où que vienne l'origine de la loi, on vote pour une loi qui va dans le bon sens pour le pays. Jean-Pierre Raffarin, qui n'est pas député, qui est sénateur, lui, il dit il y a un groupe qu'on peut appeler les constructifs et qui pourrait s'inscrire entre les Républicains et la République En Marche. C'est possible. Nous verrons ces histoires d'appareils. Je ne suis pas certain qu'elles intéressent. On dit même que vous pourriez prendre la tête du groupe. Nous verrons comment tout ça se discute. On aura des discussions. Moi, je travaille à convaincre les électeurs de Boulogne que le bon chemin pour le pays et pour avoir un représentant qui est de droite, ce sont mes valeurs. C'est de voter pour quelqu'un qui ne soit pas dans des postures d'opposition perpétuelle, mais qui soit constructif. Moi, je suis constructif. Et encore une fois, quand il y aura la loi travail, quand il y aura toutes les lois qui protégeront mieux les Français, qui abaisseront la fiscalité, je voterai pour. Je m'opposerai à toutes les lois qui vont dans le mauvais sens pour le pays. C'est ça. Lesquels se profilent on verra. Moi, je sur le plan économique, vous êtes d'accord avec l'essentiel? En tout cas, la réforme du Code du travail qui s'annonce, elle va de toute évidence dans le bon sens. L'assurance chômage? L'assurance chômage également. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on s'oppose à ces lois-là. Moi, trop souvent à l'Assemblée nationale, j'ai vu, même avec le gouvernement Hollande, des mesures qui n'étaient pas si mauvaises que ça. On votait contre. On votait contre parce qu'on était dans l'opposition sur le vieux registre ancien. Un opposant, c'est fait pour s'opposer. Écoutez, moi, je ne suis pas parlementaire pour être une machine à voter contre. Je suis parlementaire pour faire avancer mon pays. Et c'est ça que les Français attendent de nous. Et donc, le débat interne dans les partis politiques qui passionnent moins les Français que nous deux, Yves Tréhard, il aura lieu. Et moi, je souhaite que l'intégralité des parlementaires y fassent cela. Ça ne veut pas dire qu'à un moment ou à un autre, la gauche, la droite n'existe pas et qu'à la prochaine élection présidentielle, il n'y aura plus de démocratie ou plus d'alternative. Ça veut dire, par contre, qu'on n'est pas dans une logique de posture, parce que les Français n'en peuvent plus. Et de conviction. Mais bien sûr. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous êtes quand même, on va dire, plus à droite que ne pourrait l'être En Marche, notamment les sujets de société? Sur les sujets de société, il y a eu un débat, mais j'avais écouté le président de la République quand il n'était pas encore face à Marine Le Pen. Moi, il y a un sujet qui est majeur pour moi, c'est la gestation pour autrui, la GPA. Parce que la GPA, il n'a pas dit qu'il le ferait, il a parlé de la PMA. Justement, sur la GPA, c'est clairement une horreur pour moi, la GPA. C'est vraiment la femme pauvre qui est obligée de louer son utérus à une femme ou un homme riche pour répondre à un désir d'enfant. C'est une horreur. Et la France, elle s'honorerait, ce que n'a pas fait François Hollande, à être en pilote au niveau international pour bannir cette pratique terrible.
terrible. La Moi, PMA. j'ai vu sur la GPA que le président de la République avait pris des engagements assez clairs sur ce sujet. Mais pas la PMA. Sur la PMA, il y aura un débat qui aura lieu. C'est des sujets très complexes. Hein. Vous savez, souvent, les électeurs parlent de ce sujet. La GPA, tout le monde comprend très bien. La PMA, il y a plus de discussions à avoir. On aura un débat, mais moi, très précisément, Yves Tréham, je ne veux pas qu'on participe en permanence à radicaliser, à agiter des chiffons rouges, à essayer de stigmatiser, à créer des fausses oppositions quand elles n'existent pas. Il y a suffisamment de sujets sur lesquels, lourds, on aura à prendre des positions. C'est pas la peine de faire ça. Tout comme je n'apprécie pas les gens qui, et je ne défends pas François Bayrou en disant cela, qui stigmatisent François Bayrou parce qu'il est mis en examen dans une histoire de diffamation en le mettant en cause. Pardon, toute personne qui connaît le droit français sait que n'importe quel Français qui porte plainte contre un autre pour diffamation, automatiquement, la personne attaquée est mise en examen et traduite dans le tribunal. C'est scandaleux que de faire des amalgames de cette nature. Bon, d'accord. Donc vous êtes assez confiant pour que tout s'organise sans que les Républicains n'explosent? Ma priorité n'est pas de savoir comment va s'organiser les Républicains. Ma priorité, c'est que le pays marche, que le pays fonctionne, que les bonnes mesures soient prises et que les parlementaires, d'où que soit leur origine politique sur les bancs de l'Assemblée nationale, quel que soit leur groupe politique, privilégient, parce que le pays a besoin de ça, des résultats plutôt que les postures partisanes. Est-ce que vous avez eu des contacts avec le président de la République depuis qu'il est installé à l'Élysée? Non, je n'ai pas eu de contact avec le président de la République. J'ai des contacts par contre avec le Premier ministre, bien sûr, qui est un de mes meilleurs amis. Qui vient de vos... Qui a fait ce choix-là. Et aujourd'hui, encore une fois, laissons les Français désigner leurs députés et ensuite que le pays se redresse. On en a tellement besoin. Je vous rappelle, qu'il y a 9 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté, 6 millions de chômeurs et que le terrorisme, on l'a vu avec chez nos amis britanniques, est encore bien présent malheureusement sur notre territoire. C'était le talk de Thierry Solère, député Les Républicains de Boulogne-Billancourt. Et maintenant, avec Marie-Amélie Putalaz, eh bien, nous allons poser vos questions à Thierry Solère. Bonjour. Marie-Amélie, bonjour. Bonjour. Alors, Bastien commence par vous poser une question sur votre parcours. Il dit, qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre puis à quitter la franc-maçonnerie? Ah, ça c'est direct, non, ça. Non. Je ne sais pas de ces questions, sa question. Non, je n'ai pas de commentaire à faire sur ces sujets-là. Il y a toujours... Moi, je subis beaucoup d'attaques, comme beaucoup de parlementaires. On essaie de nous mettre dans des cases, de nous stigmatiser. Je communique juste sur ma vie privée, sur un seul point. Je suis marié, j'ai 4 enfants avec la même femme. Et j'essaye de concilier en permanence... mes activités familiales, ma vie privée et mes activités partisanes. Mais pour le reste, ce sont des amalgames et des articles perpétuels qui essaient de mettre les uns et les autres en cause. Il y a P.A. Gilet qui s'intéresse à votre vision sur Boulogne-Billancourt et qui dit « Quelle est selon vous l'alternative à la fusion entre ici et Boulogne-Billancourt qui est proposée par les maires ?» Les deux maires. C'est à l'ordre du jour, ça. Les deux maires de Boulogne et d'Issy-les-Moulineaux veulent fusionner Boulogne et Issy-les-Moulineaux pour en faire qu'une seule ville. Et j'ai compris que c'était être une délibération du conseil municipal au mois de juillet prochain. Moi, je ne veux pas qu'on fasse ça comme ça. Je veux qu'on demande l'avis de la population. C'est pour ça que j'ai demandé qu'il y ait un référendum local, parce qu'on ne peut pas faire disparaître Boulogne-Billancourt en la fusionnant avec la ville d'à côté, sans comprendre. Vous pouvez avoir gain de cause écoutez, je souhaite qu'il soit entendu. Et d'ailleurs, le maire de Boulogne envoie une dissidente parmi ses adjoints contre moi aux élections législatives, parce que je demande ce référendum. Il y a quelques semaines, il disait que si je me déclarais favorable à la fusion, eh ben, j'aurais pas de dissidence. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. La ville de Boulogne-Billancourt, c'est une ville qui a une identité importante. Il n'y a pas de logique à les fusionner. Ben, on a déjà mutualisé à travers l'agglomération GPSO beaucoup de moyens. J'ai toujours pas compris l'intérêt ni fiscal ni opérationnel de faire disparaître la ville de Boulogne. En tout cas, le maire de Boulogne, dont le slogan de campagne c'était passionnément boulonnais, il n'a pas le mandat de faire disparaître Boulogne sans référendum local. À ce propos, vous êtes triste d'avoir été obligé de quitter le conseil régional et la, je n'ai pas quitté le conseil régional. La tête du groupe. La tête du groupe, ouais. J'ai été pendant 18 mois. Et vous savez, normalement, la tradition, c'est tous les ans d'ailleurs, il y a un vote. J'ai quitté la présidence du groupe Les Républicains. Un peu forcé, hein? J'ai discuté de ça tranquillement avec Valérie Pécresse. Aujourd'hui, on est 80 élus. Il y en a qui sont Sens commun, il y en a qui sont Parti chrétien-démocrate. Moi, j'ai mis beaucoup d'énergie, notamment au moment des primaires de la droite, pour essayer de faire que tout se passe bien. Et je ne veux pas, et Valérie Pécresse non plus, qu'au sein de la région, ce qui se passe dans la droite française après la défaite de François Fillon vienne parasiter le fonctionnement de la région, parce qu'elle fait un bon travail pour redresser cette région Île-de-France.
Justement, sur ce que vous disiez à propos de la candidate dissidente, Louis, qui vit à Boulogne-Billancourt, dit qu'il a remarqué que la candidate utilise les logos des Républicains et de l'UDI. Est-ce que vous savez si on a le droit? Non, elle a reçu un courrier recommandé lui indiquant qu'elle n'avait absolument pas le droit d'utiliser les logos et elle a été mise en demeure de ne pas le faire. Elle continue à le faire, elle se met en violation de la loi. Bon, écoutez, tout ça n'intéresse pas beaucoup les Français. Les habitants de Boulogne, ils savent très bien que je suis leur député. J'ai organisé la primaire de la droite. Moi, je suis un député de droite qui est très libre. Vous avez un logo, vous, les Républicains? Bien sûr, je suis le candidat investi par les Républicains et par l'UDI. Moi, j'ai battu Claude Guéant aux élections législatives de 2012. Il était poussé par le maire actuel. Le maire actuel me poursuit de sa vindicte et de toutes ces histoires. Moi, je lui dis, exactement, je lui dis une chose. Qui s'occupe de la ville, je le soutiens pleinement pour rénover nos écoles, pour s'occuper du nettoyage de la ville où il y a beaucoup de choses à faire régulièrement, et qui laisse les Boulonnais, en ne parasitant pas tout ça, choisir leurs députés, comme en 2012, ils ont choisi très librement de voter pour moi face à Claude Guéant. Justement, sur 2012, FM, qui a écouté la première partie de l'interview, dit est-ce que, après les tensions qu'il y a eu entre vous et les Républicains en 2012, est-ce que vous vous sentez bien aujourd'hui chez les Républicains ? Moi, je me sens bien parce que je suis un homme libre. Et en 2012, je n'ai eu besoin de personne pour être élu député de Boulogne, sauf des Boulonnais. Parce qu'ils savent très bien qu'en votant pour moi, je privilégierai toujours mes convictions à des consignes d'appareil. J'ai ensuite été choisi par Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon et les autres pour organiser la primaire. Ça s'est très bien passé. Il y a eu ensuite cette campagne présidentielle qui était devenue impossible avec les affaires de François Fillon. Et aujourd'hui, je me présente à eux en disant le menu très clairement. En votant pour moi, ils votent pour quelqu'un de droite, ils connaissent mes convictions, de droite moderne, ouverte, européenne, mais quelqu'un qui privilégiera en permanence les convictions plutôt que des consignes partisanes. Et du coup, Steve vous écoute et dit mais vous devriez être complètement cohérent avec vous-même et quitter les Républicains et rejoindre Macron. Mais pourquoi ça? Il y a quelqu'un qui m'a dit ça aux Républicains, il m'a dit tu devrais partir en marche plutôt que d'être aux Républicains. Vu les postures de cette personne, je lui ai dit mais pars au FN, reste pas aux Républicains. Les Républicains, c'est un parti de la droite et du centre qui a toujours porté des convictions européennes, qui a toujours eu une barrière très claire par rapport au Front National. Et moi, j'ai participé de ceux qui n'ont pas aimé qu'on soit pas suffisamment clair au lendemain du premier tour en disant pas clairement qu'on votait pour Emmanuel Macron. Moi, j'ai appelé à voter pour lui dès 20h01 et je n'ai pas eu de pudeur de gazelle à ne pas prononcer son nom parce que quand on a l'extrême droite aux portes du pouvoir, on prend ses responsabilités. Donc, c'est moi qui suis dans la ligne historique de ma famille politique. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que beaucoup de Républicains, avec la réforme annoncée que pourrait choisir le Front National, c'est-à-dire abandonner son credo anti-européen, eh bien, qu'il n'y ait pas beaucoup de Républicains qui soient attirés justement par un Front National patriotique, souverainiste, non, qu'il n'y ait pas une jonction. Écoutez, le Front National, c'est deux choses. D'abord, c'est l'ADN depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale de l'extrême droite française. Ouais. Ça a toujours été ça. Et d'ailleurs, on voit, dès qu'ils essaient de se cacher, dès qu'ils cherchent à les dédiaboliser 2 minutes, ça revient vite au galop à travers des candidats localement et de partout. Deuxièmement, la droite française, qui a gouverné pendant 10 ans de 2002 à 2012, qui est aujourd'hui dans l'opposition, qui a à nouveau perdu l'élection présidentielle, elle va devoir faire son inventaire très clairement. Et elle va devoir, et c'est les parlementaires qui seront en première ligne de cela, privilégier très clairement la réforme pour le pays plutôt que les postures partisanes. Préparer l'élection présidentielle dans une demi-décennie, c'est très intéressant, mais c'est pas pour maintenant. Ce qui est pour maintenant, c'est le redressement national. Une dernière question, Marie-Amélie. Pour prolonger ce que vous disiez sur le rapport avec le Front National, Michael dit, mais la ligne identitaire qui a pu être portée par Patrick Buisson ou par Sens Commun, est-ce que c'est pas justement ce qui a risqué parfois de faire passer la droite pour un FN light et qui a troublé finalement les électeurs de droite? Bien sûr. Enfin, c'est la défaite de cette tendance-là. Écoutez, de toute évidence, quand je vois les postures régulièrement de beaucoup de candidats aux élections législatives qui ont des outrances perpétuelles, vous savez, il faut mieux avoir des mots mesurés et des actes forts que l'inverse. Et d'ailleurs, Laurent Wauquiez, que je respecte par ailleurs, mais je ne participe pas de sa ligne politique, je vois au Puy-en-Velay que dans sa ville, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, c'est pas les Républicains qui sont arrivés en tête. Donc ça montre bien que, vous voyez, de courir en permanence derrière des postures et des peurs, c'est pas ça qui fait avancer le schmilblick. Voilà, c'était dit, et c'est Thierry Solaire qui vous l'a dit, en réponse à vos questions, chers internautes. Marie-Amélie, merci, et à demain.